chère Valérie. Comment tu te sens aujourd'hui? Ah, merveilleusement bien. Merveilleusement bien, super. Sujet très croustillant qui nous attend aujourd'hui. Pour moi, tu es une personne très inspirante qui montre beaucoup de choses, qui m'apprend beaucoup de choses au quotidien, lorsqu'on échange. Son travail est très impactant à Valérie, hein, vous allez voir. Depuis qu'elle a intégré, disons, mon cercle, l'impact qu'on a sur les personnes qu'on accompagne est incroyable. De toute façon, Valérie, je vais te laisser te présenter pour nous expliquer un peu plus qui tu es. Oui, bon, ça va être assez rapide. Je prends le micro, ce sera un peu plus agréable pour vous toutes et peut-être vous tous. D'abord, moi, je remercie Erwan, parce qu'à chaque fois que je me présente ou qu'il organise un atelier et que j'ai la chance d'y participer, je le remercie vraiment énormément parce que notre rencontre a également été déterminante pour moi dans aujourd'hui l'approche que je propose. Et Erwan a merveilleusement compris en fait la complémentarité de nos métiers et ce que chacun d'entre nous pouvait vous apporter à toutes et à tous dans cette nouvelle approche en fait. Donc moi je suis Valérie Gislet, je suis sophrologue expert. Alors j'aime bien toujours préciser que je suis sophrologue expert, ça veut dire que j'ai fait les 12 niveaux, les 12 degrés, et pas que les 4 premiers, même si les 4 premiers donnent des métiers vraiment très très bien. Et donc mon métier aujourd'hui est basé sur l'épigénétique, c'est-à-dire que tout ce que vous vivez a un impact sur l'expression de vos gènes. Il y a fort longtemps, géré un centre de fécondation in vitro à Rennes. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'en fait, chacun d'entre nous portait des histoires, portait des émotions et qu'on n'avait pas nécessairement envie ou on n'était pas nécessairement autorisé en fait à les exprimer. J'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel et puis il y a quelques années, j'ai repris mes études et là, je suis tombée en fait, mais vraiment, j'allais dire, j'ai vraiment été ébahie en comprenant comment fonctionnait le cerveau, comment fonctionnait notre corps, comment il réagissait par rapport à toutes nos histoires de vie qui laissaient des cicatrices dans nos gènes et qui faisaient que nous modifions en fait nos parcours de vie sans même le savoir et que nous modifions également nos personnalités et évidemment mettions en place sans le savoir des addictions. Voilà, donc mon parcours, il est assez simple, jalonné de plein de déménagements, j'ai fait plein de fausses couches, j'ai appris la solitude, j'ai appris à me dépasser, j'ai appris à être à l'écoute des autres et c'est aujourd'hui ce qui me conduit en fait beaucoup puisque mon métier est beaucoup basé sur l'écoute et j'ai l'habitude de dire j'entends ce que vous dites, enfin j'écoute ce que vous dites et j'entends ce que vous ne dites pas. Voilà, c'est à peu près mon parcours. J'ai probablement oublié des choses. Où j'ai travaillé un peu dans l'événementiel aussi. J'ai organisé la fête du cinéma, les journées du patrimoine. J'ai créé une boîte de déco. En fait, c'est simple de savoir que nous avons tous en nous toutes les capacités, toutes les valeurs, et que nous sommes tous faits pour faire plein de choses. Voilà, il suffit juste d'avoir cette opportunité. Super Valérie, merci. Alors j'ai rencontré justement Valérie entre guillemets par hasard lors d'une réunion d'entrepreneurs. Et c'est l'une des seules d'ailleurs qui m'a impacté par son discours. Et on s'est rapproché petit à petit et en la recommandant, j'ai observé de grandes améliorations sur mes accompagnements. Je pense qu'on va vous détailler ça un petit peu après. Valérie, toi, comment tu travailles? Quel est ton fonctionnement? Quelle est ton approche? Mon travail, mon fonctionnement, ça fait vraiment mon travail, mon œuvre. L'approche, elle est très simple. Moi, je suis pas une sachante. J'ai la chance d'avoir des connaissances dans un certain métier et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes études, j'ai vraiment commencé à comprendre en fait comment fonctionnait le cerveau et au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment rapprochée de mon intuition première, à savoir de cette importance de notre histoire sur le fonctionnement de notre corps et le fonctionnement de notre cerveau. Donc moi, l'approche, elle est extrêmement basique. Moi, dans mes bureaux, puisque j'ai 2 cabinets, j'ai donc un cabinet à Paris dans le 8e et j'ai ouvert la Maison des émotions à Verneuil-sur-Seine. Dans mes bureaux, en fait, on raconte des histoires. On raconte des histoires de vie et moi, j'aime en fait écouter ces histoires de vie qui vont me permettre de m'imprégner en fait de ce qu'a vécu la personne qui a
la gentillesse d'écouter et de me faire confiance, comme toi d'ailleurs, hein, même si je te vois pas en consultation. Mais en tout cas, c'est une relation qui est aussi basée sur la confiance et c'est fondamental. Parce que la confiance va permettre d'installer en fait déjà une sécurité et qui déjà, sans que vous le sachiez, va commencer à modifier en fait votre perception et donc commencer à modifier le fonctionnement de votre corps alors qu'on a à peine commencé à travailler ensemble. Donc le métier il va être beaucoup basé sur cette écoute et effectivement, c'est ce que je l'ai peut-être dit tout à l'heure, écoutez ce que vous dites et entendre ce que vous ne dites pas, de façon à ce que moi je puisse essayer de comprendre comment vous vous êtes construit et à quel moment il y a eu des accidents de parcours. Et ces accidents de parcours sont ces fameuses cicatrices qui vont rester dans nos gènes. Donc au fur et à mesure de mes études, je me suis formée également aux neurosciences. Et donc pour moi, il est extrêmement important que dès la première séance, je prenne le temps de vous expliquer en fait comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne le corps, pourquoi cette mémoire, comment vous vous êtes construit, pourquoi vous avez mis en place peut-être du sucre, peut-être de l'alcool, peut-être trop de sport. Voilà. Et on commence déjà à décortiquer et à comprendre en fait votre construction. Ça, c'est déjà la première chose. Donc oui, Valérie, effectivement, on voit que l'écoute est un élément important de ton travail, du mien également, c'est clair. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que je me démarque, c'est cette capacité d'écoute, de comprendre pourquoi la personne en est arrivée là, parce que souvent une personne vient me voir, j'ai des problèmes d'alimentation, des problèmes de poids, j'arrive pas à me motiver, peu importe. Mais souvent le problème n'est pas forcément l'alimentation, il est un peu plus profond que ça. C'est sûr. Lié à un petit peu tout ce qui se passe dans notre tête, pour faire simple. Et c'est un petit peu ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Quelle est la place, Valérie, de... Alors, pour qu'on parle un peu plus dans le jargon, mais tu vas corriger un petit peu. Quelle est la place de la psychologie, même si ce n'est pas les termes que tu aimes utiliser forcément à 100%, dans l'alimentation et dans l'hygiène de vie, on va dire, la santé d'une personne? Alors, quand tu parles de la psychologie, tu veux parler du mental et de notre façon de penser ou de l'accompagnement psychologique? Les deux. Les deux. Merci. Le Alors, mental, on va dire. Le mental. Ouais, le mental. En fait, c'est important de comprendre que un déséquilibre au niveau de l'alimentation, ça exprime toujours quelque chose. Donc ça permet déjà de déculpabiliser un peu. Et j'évoquais tout à l'heure que ce soit l'alcool, que ce soit trop de sport, que ce soit de la drogue, c'est toujours l'expression de quelque chose. Une fois qu'on a intégré ça, bah, le but, ça va essayer de comprendre en fait qu'est-ce que ce besoin est en train d'exprimer. Ce besoin répond à quoi? Parce que effectivement, le corps et le cerveau, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, ne sont là en fait que pour nous protéger. Contrairement à ce qu'on croit, ils sont absolument pas là pour nous faire du mal. Au contraire. Donc, une fois qu'on a compris, qu'on a mis en place quelque chose, le fait de commencer à le comprendre ne va pas réparer. C'est le conscient. C'est le conscient. Mais dans ce conscient-là, déjà, ça permet de faire un pas, parce que c'est peut-être ce pas qui va donner envie d'aller voir un spécialiste pour pouvoir être accompagné. Mais il n'empêche que, effectivement, les neurosciences disent qu'il n'y a pas de connexion neuronale entre le néocortex, donc celui qui nous permet de réfléchir, et les émotions, l'instinct de survie, l'inconscient et le système nerveux autonome qui nous met en mode protection quand on a vécu des choses particulièrement difficiles qui nous ont affectés et qui nous ont mis en insécurité. Voilà. Dès que nous sommes en insécurité, ça va totalement modifier notre façon de penser. C'est-à-dire qu'en fait, notre façon de penser, de nous comporter, est le reflet en fait des blessures qui n'ont pas été réparées. Donc inconsciemment, ça va nous pousser à agir d'une certaine manière. Oui, absolument.
Sauf que comme nous vivons avec nous, nous nous en rendons pas compte et nous sommes persuadés que c'est nous. Ce qui n'est pas le cas. C'est un moi qui a été mis à l'abri, le temps que le danger s'éloigne. Sauf que tant que le danger s'est pas éloigné, parce qu'il n'a pas été réparé, pour notre instinct de survie, le cerveau reptilien, nous sommes toujours en danger. Et donc, il va nous faire stimuler de l'adrénaline et ou du cortisol. Et c'est ce qui va totalement modifier la chimie du corps, la physiologie, le fonctionnement de nos organes, nos émotions, et donc tout notre système hormonal. Et à la fin de la boucle, notre façon de penser. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. On est encore très peu à travailler comme ça. Les neurosciences sont en train de faire des bonds, mais gigantesques, grâce à cette découverte-là et à cette compréhension-là. Et c'est donc pour ça que l'approche que nous proposons dans notre complémentarité aujourd'hui donne d'aussi bons résultats. Donc si je comprends bien Valérie, le problème finalement est bien plus profond que ça. Ce n'est pas l'alimentation le problème. Ça peut, hein, mais c'est une conséquence par rapport à ce qu'on a vécu. Alors comment ça fonctionne plus précisément qu'est-ce qu'on peut faire justement pour travailler cette source, cette racine? Est-ce qu'il faut tout faire en parallèle, améliorer l'alimentation, l'activité physique, que sais-je, boire plus d'eau, le sommeil, en parallèle de ce travail, ou est-ce qu'il faut d'abord se concentrer sur l'un? Comment tu penses? Qu'est-ce que je préconise? Qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce qui est le plus optimal? Alors, écoute, honnêtement, je ne suis pas diététicienne. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement réparer. Réparer, mais de toutes les manières, commencer déjà à poser les bases de comment je vais pouvoir rééquilibrer cette hygiène alimentaire. Parce que c'est déjà de toute façon commencer à donner une information au cerveau. C'est déjà commencer à poser certaines bases pour que le terrain, c'est-à-dire le corps, puisse, au moment où il va se réparer, se déverrouiller, se débloquer, commencer effectivement à aller beaucoup mieux. C'est important de comprendre que tant que nous sommes blessés, tant que nous avons vécu un trauma qui n'est pas réparé, conscient ou inconscient. Et un trauma, c'est pas uniquement un accident d'avion, un accident de voiture, ça peut être une phrase qui nous a profondément blessés quand on était en CP par une institutrice, comme ça peut être le divorce de nos parents, avec un sentiment d'abandon profond. Ça peut être un avortement que j'ai fait quand j'avais 17 ans et je m'en suis jamais remise, et donc il y a une culpabilité. Donc une blessure, un traumatisme, c'est extrêmement variable. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est que à partir du moment où il y a une blessure et donc un trauma qui n'est pas réparé, nous allons à plus ou moins court terme mettre en place, ressentir un stress post-traumatique. Et donc une addiction, et très souvent, mais on n'en parle jamais comme ça, l'expression d'un stress post-traumatique qui est en lien avec un trauma que nous n'avons pas réparé. Et donc en fait, la majorité des gens, et notre médecine est basée sur le symptôme, et c'est normal, hein, puisque le symptôme, il faut malgré tout l'apaiser. Mais une fois que l'on comprend que si on répare le plus vite possible un traumatisme, eh bien, on va permettre en fait de stopper assez rapidement le déséquilibre du corps. Et ça permettra d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Donc, à ce moment-là, une fois que l'on comprend que lorsque nous avons vécu un traumatisme, le cerveau, qui est l'instinct de survie, va être obligé de nous mettre en sécurité artificielle, comme un tableau électrique, qui va à un moment donné nous faire disjoncter pour éviter
qu'il y ait un problème électrique dans la maison, eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe au niveau du corps. Or, tant qu'on n'a pas réparé le trauma, le cerveau instinct de survie, le reptilien, partira du principe que nous ne sommes toujours pas réparés et continuera à nous mettre à l'abri le nombre d'années qu'il faut. Et donc, sans le savoir, c'est ce que j'expliquais en préambule, nous allons stimuler du cortisol et de l'adrénaline en quantité beaucoup trop importante. Et donc, au fur et à mesure des années, eh bien, en fait, le corps va s'épuiser parce que l'adrénaline provoque des tensions pour nous mettre en sécurité artificielle, ce que nous appelons nous des protecteurs. Ça va déséquilibrer le système nerveux autonome qui s'occupe du fonctionnement de tous les muscles, les nerfs, les tendons, les organes vitaux. Et donc, tu vois là où je commence à arriver avec notamment l'appareil digestif. Et tout cela va installer une fatigue, un dysfonctionnement au niveau de l'appareil respiratoire, le cœur, l'appareil digestif, l'appareil reproducteur, le sommeil. Et si nous stimulons de l'adrénaline trop longtemps, ça va déclencher des inflammations. Et donc, au fur et à mesure du temps, eh bien, il y a des symptômes qui vont apparaître. Les gens ne vont faire aucun lien avec ce qu'ils ont vécu il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est toujours le même lien. Et donc, on va voir apparaître des problèmes de sommeil, des problèmes de dos, des hernies discales, des acouphènes, des migraines, du bruxisme, mal au ventre, gastrite, colite, voire même des choses au fur et à mesure du temps beaucoup plus graves. Toutes les pattes. Également toutes les problématiques autour de, j'aime bien dire, des problèmes de femmes, l'endométriose, l'adénomiose, le syndrome d'ovaire polykystique, SOPK. Les fausses couches à répétition, fausses couches à répétition, des problèmes de libido, tout est lié, quasiment tout. Le syndrome de l'intestin irritable aussi. Exact. Inflammation. Absolument. Ouais. C'est ce que je constate de toute façon. La majorité des personnes qui viennent me consulter pour des troubles digestifs, 100% des personnes sont des personnes qui se qualifieraient ou qu'on estime stressées, oui, ou qui sont sous tension continue, dans ce besoin de contrôle. Oui, sauf que c'est important de comprendre que d'abord le stress, on en a besoin parce que c'est ce qui nous permet de réagir. Mais encore une fois, l'excès d'anxiété, c'est toujours l'expression de quelque chose. Et moi, j'insiste vraiment sur le fait que le cerveau et le corps ne sont pas nos ennemis. Ils sont là pour nous protéger et prendre soin de nous. Et donc, cette fameuse adrénaline et ce fameux cortisol sont vraiment là comme des alertes pour nous protéger et nous mettre à l'abri de quelque chose. Et tant que ça n'est pas réparé, eh bien, si dans notre quotidien et au fur et à mesure de nos années de vie, si ça n'est pas réparé, dès que nous allons revivre une situation qui va être à peu près similaire, eh bien, en fait, il va y avoir à nouveau du cortisol, à nouveau de l'adrénaline, à nouveau une émotion, peur, colère, tristesse, pour nous dire que nous sommes en train de vivre quelque chose qui ne nous convient pas. Et ça, c'est vraiment très nouveau, en fait, dans l'approche. Super. Voilà. Et nous avons un invité. Un invité. Tu veux te présenter? On a le petit chat qui participe avec nous. Et donc, Valérie, tu es en train de dire que tous nos problèmes, finalement, enfin, tous nos problèmes, qui n'ont pas été identifiés médicalement, une bonne partie, viennent de ce qu'on a vécu. Et effectivement, j'en suis convaincu de plus en plus parce que j'ai eu beaucoup de patients, on va peut-être en parler après des hommes d'ailleurs, oui, pour leur permettre d'apprendre et de s'autoriser à prendre soin d'eux aussi. Ça ne fait pas d'eux des personnes faibles, au contraire. C'est ça, au contraire, ça fait d'elles des personnes, je vais dire, intelligentes, parce que la responsabilité de chacun, c'est de se réparer pour mieux vivre avec l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. Parce que tant que nous serons en insécurité, le cerveau nous met en sécurité artificielle, et donc ça n'est pas nous, en fait, c'est une part de nous. Et à force d'être constamment en insécurité, donc en sécurité artificielle, eh bien, il y aura de la peur, de la colère, de la tristesse. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est-à-dire l'agressivité, le besoin d'humilier,
le besoin de... on parle très souvent de ces comportements de pervers narcissiques qui sont pas uniquement liés aux hommes, hein, puisque c'est important de comprendre que nous sommes tous potentiellement des pervers narcissiques. Parce que le premier besoin de l'individu, c'est d'être aimé. Et si dans notre construction, nous n'avons pas, moi j'aime bien parler de réservoir d'amour, si ce réservoir n'a pas été rempli, eh bien en fait nous allons chercher dans nos relations à l'autre cet amour que nous n'avons pas eu. Et donc nous allons à un moment donné, sans le savoir, hein, sans nécessairement se rendre compte, de devenir extrêmement exigeant, extrêmement despote, maltraitant. Et c'est comme ça que s'installent en fait les relations des uns aux autres, avec malheureusement de l'agressivité verbale, mais aussi de l'agressivité physique. Et tout cela commence quasiment toujours dans notre construction, c'est-à-dire nos 15 premières années, notre naissance, notre vie intra-utérine et le transgénérationnel, puisque nous sommes tous l'héritage de tout ce qui a été vécu avant nous. Alors justement, oui, je disais que j'ai clairement vu la différence. Il y a des personnes avec qui ça bloquait sur la digestion, le sommeil, on n'arrivait pas à avancer, le poids. Moi, évidemment, je n'ai pas que des problématiques de poids, mais des problématiques de santé, etc. Et clairement, après que les personnes soient passées entre tes mains pour faire le travail de réparation, on voit forcément de l'amélioration et un accélérateur. J'appelle ça un accélérateur d'objectifs. Il faut que je trouve un terme précis. Mais alors Valérie, je pense que la question dont tout le monde se pose, c'est comment on fait pour réparer et combien de temps ça prend? Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais par exemple, un deuil, ça prend du temps. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as... Oui, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que tu dis? Alors évidemment, je vais avoir une réponse un peu... l'accompagnement, ça va évidemment dépendre du nombre de traumas. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, dans mon accompagnement, c'est un trauma, une séance. Et je sais que ça surprend vraiment énormément, mais aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages, hein, puisque moi, j'ai la chance d'accompagner en règle générale en même temps, tu vois, sur un mois, j'accompagne à peu près 150 personnes en règle générale. Avec effectivement des retours vraiment merveilleux. Et aujourd'hui, je suis vraiment intimement convaincue de la méthode que j'ai mise au point. Et c'est ce pourquoi que j'ai ouvert ce fameux lieu, la Maison des émotions, de façon à ce qu'on puisse comprendre que d'abord, on a le droit d'avoir une émotion. Parce que l'émotion, en fait, on ne doit pas, s'il vous plaît, on ne gère pas une émotion. On l'écoute. Et on essaie de comprendre ce qu'elle est en train de nous dire. Et déjà, ça change tout. Parce qu'on arrête de se sentir envahi, et puis d'avoir le sentiment que on se laisse totalement submerger par quand même un avertisseur. Hein, c'est quand même une alarme qui est en train de nous dire quelque chose. On s'est totalement éloigné en fait de ça. Le fait d'avoir donné les pleins pouvoirs au néocortex, c'est-à-dire le cerveau qui nous fait réfléchir. Moi, j'ai l'habitude de dire que le cerveau qui nous fait réfléchir, le néocortex, en fait, c'est juste une application dans notre téléphone. Et que en fait, le disque dur, c'est l'ensemble du corps et c'est l'ensemble donc du cerveau reptilien, le cerveau limbique, celui des émotions, le système nerveux autonome qui s'occupe de notre sécurité, enfin en tout cas la sécurité du corps et notre inconscient. Donc en fait, la première chose, ça va être que j'essaie de comprendre l'histoire, les sorties de route, ce que j'appelle les sorties de route où on a eu un trauma. Et éventuellement, plus on a un trauma qui n'est pas réparé, plus on va faire de sorties de route. Et en fait, on va de plus en plus s'éloigner de son chemin de vie, puisque à chaque fois qu'on vit un trauma, il y a une émotion et ça va bouleverser en fait à la fois nos ressentis, nos besoins, avec de plus en plus un besoin d'être aimé, et on va être ou dans la peur, la colère, la tristesse, et éventuellement ou devenir coléreux, ou au contraire se recroqueviller. Le deuil, effectivement, le deuil, c'est réparé en une séance, en fait. Voilà. Personne ne te croirait. Je sais. Sans l'avoir vécu. Mais c'est la même chose pour un viol. Un viol, c'est fait en une séance. Donc, je sais que ça peut paraître surprenant. Ensuite, on va faire un travail, là, pour le coup, qui va être en sophro, qui va être beaucoup plus existentiel, parce qu'il est important de comprendre que
Si dans l'enfance, j'ai vécu la maltraitance, si dans l'enfance, j'ai vécu un divorce et donc mes parents se sont séparés et que j'ai eu le sentiment de ne pas être aimée et d'être abandonnée, eh bien, je vais avoir besoin d'être aimée. Et donc, ce besoin d'être aimé, eh bien, c'est pas l'autre qui doit nous le donner. C'est nous. Et là, le travail de la sophro, qui est très existentiel, la sophro, c'est pas de la respiration et c'est pas de la relaxation. Hein. Moi, je suis formatrice à l'Académie de sophrologie de Paris, qui est la plus grande école de sophro, puisque on n'en a pas parlé, mais j'ai écrit un livre sur le cancer du sein, qui est aussi une de mes expertises. Eh bien, le fait de se réparer va permettre au corps de s'apaiser et donc permettre d'être de moins en moins dans cette stimulation du cortisol et de l'adrénaline. Et c'est comme ça qu'on avance en fait. Et donc plus je vais travailler en sophro sur la conscience de moi, plus je vais avoir confiance en moi, ce qui va me permettre de me sentir légitime dans la place que j'ai le droit. Moi j'aime bien rajouter le devoir de prendre. Et donc c'est un très bel accompagnement en fait. On répare et ensuite on est capable de prendre soin de soi. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, les addictions qu'on a mises en place, en fait, on n'en a plus besoin. Et c'est là où effectivement ça va être un accélérateur dans l'accompagnement que tu proposes. Et c'est là la complémentarité de nos métiers. Et moi, je prône vraiment pour un accompagnement qui permette aux gens d'aller mieux le plus rapidement possible, même si on doit quand même prendre son temps. Parce que plus vite je me répare, plus vite j'ai le droit d'être heureux. Moins je vais être dans une errance. Plus vite je vais pouvoir apaiser certains de mes symptômes. Moins je vais dépenser d'argent. Et ça, c'est quand même pas rien. Ça m'évitera peut-être de prendre certains médicaments, même si encore une fois, on en a besoin. Et donc, en moyenne, moi, l'accompagnement, c'est entre 6 et 10 séances. En sachant que je vois les personnes à peu près toutes les 2-3 semaines. Ça arrive, moi. Certaines fois, c'est 5 séances. Avec, je répare le trauma, et ensuite, quelques séances de sophro. Et est-ce que ça arrive une personne qui n'a absolument rien à réparer, un trauma Alors évidemment, tout est subjectif, Oui. des fois on n'a même pas conscience de certaines choses. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, j'aime bien raconter ça. J'ai une fois une personne qui est venue me voir en disant je vais bien, je suis heureuse dans ma vie et j'aimerais que ça continue. Et j'aimerais donc que vous m'appreniez en fait comment je dois et comment je peux prendre soin de moi. Là, on a fait de la sophrologie pure. Après, aujourd'hui, oui, il y a plein de gens qui arrivent en me disant voilà, moi j'ai des problèmes de sommeil, ou alors voilà, je me sens fatiguée, et me disant mais non, moi j'ai aucun problème. J'ai pas dans ma vie tout va bien, non j'ai pas vécu de trauma. Et puis ben voilà, moi je commence à poser des questions que finalement peu de médecins pensent à poser puisque d'abord aujourd'hui ils sont totalement débordés. Et donc, ils vont pas nécessairement avoir le temps de poser ce genre de questions et d'aller plus profondément dans cet échange. Oui, je pense à quelqu'un qui en fait, en posant des questions, voilà, me dit que sa sœur a quitté le domicile extrêmement tôt, à 18 ans, alors que elle avait, je crois qu'elles avaient 10 ans d'écart, donc elle a vécu finalement le départ de sa sœur comme un abandon. Et donc là, on a travaillé cet abandon-là où elle a beaucoup pleuré et elle s'est sentie apaisée. Et puis en même temps, il restait quand même encore un petit quelque chose. Et là, je lui pose la question, je dis mais ce pourquoi votre sœur est partie aussi prématurément, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et là, effectivement, elle commence à me raconter ce qui se passait avec son père, sa mère. Et là, elle commence à me parler de tentative de suicide de sa maman et qu'elle avait totalement occulté. Et on a réparé ça. Et aujourd'hui, elle est enceinte. Et c'est ce pourquoi elle venait.
Voilà. Incroyable. Et c'est ça, en fait, nos histoires de vie. Ce sont des choses qu'on a eu le sentiment que c'était pas grave, que c'était passé, qu'on avait mis ça dans notre poche avec un mouchoir par-dessus et qu'on allait oublier, et qu'on n'avait plus à y revenir. Et à aucun moment on s'est rendu compte à quel point ça avait impacté à la fois le fonctionnement de notre corps, notre système nerveux, nos émotions et notre façon de penser. Donc finalement, réparer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois oublier? Ça veut dire que je dois enfouir? Ça veut dire quoi exactement réparer? C'est une bonne question. Réparer, ça veut dire que je vais donner les bonnes informations à mon instinct de survie. Ce qui va lui permettre à lui de comprendre que je ne suis plus en danger. Et qu'il peut donc arrêter d'appuyer sur le disjoncteur. Et qui peut donc m'autoriser à arrêter de me faire stimuler du cortisol et de l'adrénaline et de me mettre en sécurité artificielle. Et de m'autoriser à stimuler de plus en plus souvent ocytocine, dopamine, sérotonine et à me permettre de retrouver de la légèreté et de l'insouciance. Les hormones du bonheur. Les hormones du bonheur, exactement. Et c'est ce qui fait qu'on va plus avoir besoin de mettre en place des addictions. On parle du sucre. On parle du sucre. Le sucre. Ou d'autres aliments. Absolument. N'importe quelle addiction. N'importe quelle addiction. Moi, j'ai l'habitude de dire que notre vie, elle est basique sur 3 mots. Nous sommes ou en sécurité, et donc ocytocine, dopamine, sérotonine, légèreté, interaction sociale, le corps fonctionne bien, nos 32 000 milliards de cellules fonctionnent bien, quand des petites balances qui s'équilibrent, ou nous sommes en insécurité. Cortisol, adrénaline. Le cerveau reptilien, il est binaire. Il n'a pas d'autre alternative. En revanche, l'adrénaline sera stimulée dans des quantités plus ou moins importantes en fonction du trauma, évidemment. Et donc, le troisième mot, eh ben, en fait, c'est l'équilibre. Puisqu'en fait, la vie de notre corps est basée sur l'équilibre. À commencer par la respiration, le rythme cardiaque, la digestion. L'homéostasie. L'homéostasie, absolument, l'équilibre. Et c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire que là, j'ai oublié le fil. J'ai perdu le fil, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, le premier postulat, c'est celui-là. De prendre conscience que la vie du corps, elle est basée sur l'équilibre. Et tant que nous sommes en insécurité ou qu'on a vécu un trauma qui n'est pas réparé, nous serons en mode sécurité artificielle. Et donc, on mettra en place très souvent une addiction parce que moi, j'aime bien dire que l'addiction, en fait, on considère comme une pathologie, mais l'addiction, c'est un mode d'expression. Et en fait, on va devenir addict à quelque chose, mais on va surtout devenir addict à nos endorphines. Parce que nos endorphines, elles vont nous permettre, l'espace de quelques instants, de ressentir un peu de plaisir, un peu de joie, pour apaiser cette peine, en fait. Nous donner, en fait, aussi un peu d'amour qu'on n'a pas nécessairement eu et qui va nous réconforter. Ce réconfort-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, il va nous permettre de relâcher les tensions, puisque je te rappelle que lorsque tu es en insécurité, sous l'effet de l'adrénaline, ton système nerveux autonome se met en mode sécurité artificielle, que donc tu vas être en tension. Ces tensions-là vont te faire utiliser énormément d'énergie, aux dépens du reste du corps. Et donc, l'intérêt de l'addiction, ça va être de relâcher les tensions, de relâcher la pression au niveau du corps, et donc de permettre déjà de recommencer à laisser circuler un peu d'énergie. Ça sert à ça, l'addiction. Le fait de comprendre ça permet déjà de déculpabiliser. C'est déjà un début de compréhension qui va permettre vraiment de faire la démarche, en fait, de réparation. Donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire que mon accompagnement il est basé sur le REP, R-E-P, donc réparation de son histoire traumatique, éducation qui permet de éveil de la conscience, qui permet donc de donner du sens à qui j'ai été, pourquoi je suis comme ça et ce que je peux faire pour moi, parce que je suis pas un cas désespéré, pas toujours. C'est jamais fait. Voilà. Et toute cette compréhension-là et cette réparation-là va mener à la prévention, qui va permettre à la personne de devenir autonome et responsable, en fait, de sa santé. Nous ne sommes, en fait, que des traits d'union, que des accompagnateurs qui sont là l'espace d'un instant pour leur permettre de se réparer, de retrouver leur équilibre, de pouvoir ensuite être responsables de leur vie. Tout seul. Tout seul, absolument. C'est génial. Ouais, c'est vraiment top. Donc si vous avez
Problème de sommeil, digestion, à réguler votre poids. La thyroïde aussi, donc le système hormonal. Des problèmes de femmes, comme j'aime bien les nommer, endométriose, etc. Et tant d'autres. Peut-être que ça vient probablement de ce que vous avez vécu. C'est ça. Et il faut pas attendre. Et il faut pas attendre. Le pas n'est pas facile, mais je dis toujours... Alors, tu vas peut-être me corriger sur la phrase, mais... Alors, c'est pas affronter, mais... Bon, tu vas me corriger. Affronter un poids est dur, mais le laisser traîner le sera encore plus. Oui, alors oui, t'as parfaitement raison. Enfouir ne sert jamais à rien, parce que ça va faire reculer en fait la problématique, voire même l'accentuer. Et moi j'aime bien dire qu'en fait il est urgent à prendre soin de soi. C'est un pansement sur la plaie, mais ça ne guérit pas la plaie. Exact. Et très souvent en fait, on va passer son temps à mettre des pansements. Et tant qu'on n'a pas réparé en fait son socle, ses fondations, eh bien malheureusement reviendront des symptômes. Vous penserez que ce sont des nouveaux symptômes, mais ils sont toujours en lien avec ce que vous n'avez pas réparé. Donc apprendre à prendre soin de soi différemment, apprendre à commencer à comprendre comment ça fonctionne, eh bien c'est déjà une façon de commencer à vous réparer. Alors évidemment, le médecin reste quand même toujours la référence, le diététicien, mais chacun effectivement est là pour apporter son expertise et permettre de donner peut-être une autre compréhension et une autre voie, une autre explication qui permettra de commencer à s'apaiser, parce que nous ne pouvons rien sans vous, en fait, parce que c'est vous que vous réparez. Donc finalement, tu es la fondation, comme tu le dis si bien. Tu es les fondations du bâtiment. Tu es dans la prise en charge. Dans la prise en charge. Et nous sommes les étages pour vous aider à, pour aider la personne à consolider. Et c'est là cette notion de complémentarité. Personne dans son accompagnement ne peut travailler seul. Enfin, pour moi, c'est même pas envisageable. Chacun a vraiment son expertise, mais j'ai l'habitude de dire qu'il faut commencer dans le bon sens. Sinon, ce sont des pansements. Effectivement. Voilà. Un petit mot? Ça se mange pas, c'est pas... C'est ça, pas intéressant. Alors Valérie, j'ai une avant-dernière question, parce que ce podcast, on veut vous apporter les éléments clés percutants pour vous faire réaliser à quel point c'est important. Et on fera sûrement d'autres sujets dans d'autres podcasts plus tard. Comment... j'ai pas le verbe. Inciter les hommes à aussi prendre soin d'eux dans ce sens. Grand sujet. Grand sujet. Grand sujet. Parce qu'effectivement, je vais être gentil avec eux. Moi, dans mon cabinet, j'ai à peu près 5% d'hommes. C'est peu. En étant très généreuse. Que ce soit entre Paris et Verneuil-sur-Seine. La problématique de l'homme, c'est que, en fait, c'est important de comprendre que dans nos gènes, en fait, on est porteur de beaucoup de mémoire et que l'homme, il est enfermé dans ce rôle de chasseur-cueilleur, donc le protecteur, qui ne doit pas faillir. Et il est également prisonnier de ce que la société porte comme regard sur lui. Et donc, à ce titre-là, et puis notre fameuse éducation judéo-chrétienne, ne pleure pas, tu es un homme mon fils, tu seras fort, qui ne laisse pas de place en fait à j'ai le droit de me confier, j'ai le droit à un moment donné de me dire que je ne vais pas bien, j'ai le droit de reconnaître que dans cette émotion-là, non, je suis pas en colère tout le temps, c'est parce que je suis sous pollen, non, je suis en colère tout le temps parce que j'ai quelque chose qui va pas en fait. Et or, l'homme a énormément de difficultés à reconnaître. Lui va toujours bien. Et donc, c'est toujours la faute de sa femme. Et donc, on remarquera que si je prends ce 5,95%, eh bien, en fait, très souvent, c'est la femme qui va être poussée dans les cabinets des psychologues pour
se réparer, alors qu'en règle générale, chacun d'entre nous porte un trauma. Et si la femme se répare, et pas l'homme, ça restera toujours déséquilibré au sein du couple. D'accord ? Et l'homme doit comprendre, et moi c'est vraiment certaines fois, je m'acharne à le répéter aux épouses, qui n'y sont pour rien d'ailleurs, hein, de leur dire, mais ok, votre mari arrête pas de vous dire que lui va bien, il n'a pas de problème, et pourtant il boit, il est en colère, il parle pas, il a pas de lien avec ses amis, ce qui prouve qu'il y a quand même quelque chose de déséquilibrant dans son comportement. Donc, ok, je veux bien entendre, mais la majorité du temps, c'est donc notre néocortex qui nous dit ça. Or, dans le comportement et notamment dans les émotions, le reptilien, il dit pas du tout la même chose. Si je suis agressif, ça veut dire que je stimule de l'adrénaline en quantité trop importante. Ce qui prouve bien que ce système de défense que j'ai mis en place, il est en train d'exprimer quelque chose. Donc, soit qu'ils se confortent dans leur colère, c'est une chose, ou dans leur tristesse. Qu'ils ne se rendent pas compte des conséquences que ça a sur la vie de leurs enfants et de leur épouse, c'en est une autre. Mais là, on commence à faire engager la responsabilité individuelle, avec donc les conséquences que ça a sur la vie du couple et éventuellement sur un divorce ou la mise en place d'addiction. Mais si on va encore un peu plus loin, moi, ce qui m'attriste, c'est que ces hommes-là ne vont pas comprendre qu'un jour ou l'autre, ça va avoir un impact sur leur santé. Parce que le tabac qu'on met en place, c'est en lien avec un trauma. L'alcool qu'on met en place, c'est en lien avec un trauma. La drogue, le trop de sport, où on dit non mais moi je fais énormément de sport donc je suis en bonne santé. Non. Dès qu'il y a du trop, on est dans du déséquilibre. Dès qu'il y a un déséquilibre, c'est l'expression de quelque chose qu'on a besoin de compenser, de réparer. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, moi, ce que j'aimerais que les hommes entendent, c'est que, ok, ils sont grands, ils sont beaux, ils sont forts. Mais ils ont des failles comme nous. Et nous, notre force, c'est qu'en fait, on n'a pas de difficulté à le reconnaître. Ça ne nous empêche pas d'être malade. Hein. Mais c'est peut-être ce qui fait aussi qu'on vit un peu plus longtemps. Parce qu'on vit un peu moins en tension. Même si, voilà, chacun a sa charge mentale. Le rôle de mère n'est pas facile, mais le rôle d'homme non plus, avec cette hyperactivité professionnelle qu'ils mettent en place et où ils ont le sentiment qu'il n'existe que par le travail. Ne se laissant donc pas de place. La notion de moi chez l'homme, elle n'est pas très présente en fait. Ça va être le moi par l'activité sportive, ma réalisation à travers le travail, même si ça tend à bouger un peu. Mais messieurs, s'il vous plaît, pensez que en ne vous réparant pas, c'est votre santé que vous mettez en danger. Et donc votre longévité et votre bonheur avec vos enfants, votre épouse, ou même déjà tout simplement avec vous. Voilà, c'est le message en fait. Et donc les répercussions sur l'entourage. Évidemment, comme on vient effectivement de le dire. Ouais, absolument, tu as tout à fait raison. Bon bah super Valérie, je pense qu'ils ont bien compris le message. J'espère. J'ai une petite question pour conclure, un peu plus personnelle. Oui. J'aime bien poser cette question aux gens en général. C'est pas le pire. Non, ça va bien se passer. Quelle est la personne qui t'inspire le plus dans ce monde, qui a existé ou qui n'existe plus, avec qui t'aimerais bien passer du temps, éventuellement pour échanger? Une personne fictive ou non fictive ou bon, plutôt qui a existé, ce serait mieux, ou qui existe. Question pas facile, j'imagine, mais très inspirante. Non, question pas facile. En fait, j'ai passé des tests la semaine dernière, chose que j'ai jamais fait. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, évidemment. Si je suis là, assise confortablement dans le fauteuil, c'est que j'ai moi aussi eu ma part et j'ai eu cette chance de réparer. Et aujourd'hui, l'intérêt de ce travail de réparation, c'est l'apaisement que ça apporte, en fait. Avec cette capacité à écouter la différence, à entendre la différence, à comprendre ce qui fait que telle ou telle personne est devenue comme ça, et donc de me permettre d'entrevoir de quelle manière elle pourrait aussi se réparer.
Et donc ça a révélé ce côté très altruiste, bienveillant, et ça pour moi ça a été un vrai cadeau en fait. Je me suis dit: «Waouh, j'ai réussi ça». Alors évidemment moi aussi, hein, j'ai, comme tout le monde, ce côté humain où de temps en temps je m'agace un petit peu, mais et en fait, moi c'est une personne qui est dans ma tête là en ce moment, ce sont ces gens qui ont cette capacité en fait à s'oublier, enfin se mettre au service d'eux. Et c'est pas à s'oublier parce que je reprends, je me corrige, c'est à se mettre au service d'eux. Une fois qu'on est apaisé et réparé, on se met au service de l'autre. Non pas pour exister à travers lui, mais pour comprendre que, comme le maillon d'une chaîne, j'ai un rôle à jouer dans ce monde. Et plus je me répare, plus je vais permettre à l'autre de se sentir mieux, et plus je vais pouvoir œuvrer pour la paix du monde. Et je pense à ce moment-là à sœur Emmanuelle, qui a eu... alors, tu vas me dire, oui, mais c'est une religieuse. Oui, ok, mais il n'empêche qu'elle est allée au-delà de ce qu'on attendait d'elle. Et je trouve que ce sont vraiment des beaux exemples de se dire que la meilleure façon d'apaiser le monde, c'est de se réparer soi. Et ça, c'est vraiment à méditer. Méditer. Ça répond mieux à la question que ce que je pensais, de façon encore plus profonde. Elle est pas facile, cette question, mais elle est importante. Elle est intéressante. Ouais. Merci Valérie. Avec joie. On fera sûrement d'autres podcasts sur d'autres sujets divers et variés, on verra. Oui, et puis peut-être que tes auditeurs ou auditrices peuvent aussi te donner des sujets, des idées. Exactement. Ouais, et on essaiera d'y répondre de telle ou telle manière. Ouais. C'est clair. Merci Valérie. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. À bientôt.